Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui suivent ce cours pour la première fois et ne me connaissent pas, je m'appelle Michel Damien et je propose depuis 4 ans un cours intitulé Histoire des mathématiques dans le cadre de l'Université du temps libre. Je voudrais remercier l'ensemble des équipes de l'UTL grâce à qui ces cours peuvent avoir lieu, en particulier dans la situation sanitaire actuelle, permettant ainsi de conserver un lien entre les enseignants et les adhérents. Je ne peux pas m'empêcher cependant de dire ma colère face au traitement de cette situation par le système économico-politique qui gère la société à l'aune de critères froidement économiques, entretenant la peur et au mépris de toute humanité. Encore une fois, merci à l'UTL de permettre le maintien de ce lien social si important. Depuis le début, il y a 4 ans, ce cours a pour principal objectif de montrer les mathématiques en train de se faire dans l'histoire et de partager avec vous le plaisir de faire des mathématiques. À ce propos, je vais aussi proposer cette année une émission sur la radio de l'UTL qui s'intitulera Le sens des mathématiques et qui reprendra de manière un peu différente, étant donné la spécificité du média radio, ce que j'ai dit depuis le début des cours. Elle parlera justement de ce plaisir du sens. Vous pouvez vous reporter, si cela vous intéresse, au site de l'UTL pour prendre connaissance des horaires. Ensuite, je voulais donc vous montrer le calendrier prévu pour cette année. Donc vous avez 3 séances avant Noël prévues, 3 entre Noël et février, et 4 ensuite entre février et Pâques. Je vais donc reprendre le cours qui avait été interrompu l'année dernière en revenant donc d'abord au titre, le sens des mathématiques, et à cette partie qui concerne la physique au XVIIe siècle, qui donc correspond au fait que j'avais commencé l'histoire des mathématiques selon ce plan, il y a 4 ans. Donc on voit qu'il y avait tout d'abord l'apparition de la géométrie en Grèce antique, enfin de la géométrie au sens où on l'entend actuellement, c'est-à-dire d'une science déductive basée sur la démonstration. Il y avait bien entendu des mathématiques bien avant cette période du VIe siècle avant Jésus-Christ et surtout ailleurs. Ensuite, j'avais parlé de la civilisation arabo-musulmane qui développe l'algèbre, qui invente et développe l'algèbre entre le 8e et le 10e siècle, avec en particulier Al-Khwarizmi. Ensuite, nous avions abordé la Renaissance, qui doit beaucoup d'ailleurs au travail qui a été fait par la civilisation arabo-musulmane. Et dans la Renaissance, j'avais parlé plus précisément des équations, c'est-à-dire du travail qui avait été fait à Florence en particulier, ou autour de Florence, par des mathématiciens comme Tartaglia ou Bombelli, et qui étaient donc directement liés à l'invention de l'algèbre. Puis de la perspective, c'est-à-dire d'une autre partie qui a été inventée à cette époque, là aussi à Florence, dans le milieu de la peinture. La perspective qui est donc une technique au départ de représentation picturale, mais qui est devenue qui va devenir dans les siècles qui suivent une partie des mathématiques sous le nom de géométrie projective. Ensuite, le XVIIe siècle, que nous avions abordé d'abord d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire en parlant de 2 domaines, la géométrie analytique, c'est-à-dire ce que l'on appellerait actuellement le système de coordonnées cartésiennes, donc inventé en particulier par Descartes, et puis l'analyse infinitésimale, c'est-à-dire la partie
des mathématiques qui va étudier, qui va se focaliser sur l'étude locale des courbes, par exemple, avec la notion de dérivée liée à la notion de tangente à une courbe, et puis sur l'étude de calcul intégral, c'est-à-dire le calcul des surfaces comprises entre deux courbes. On reprendra d'ailleurs ça bientôt. Ensuite, j'avais repris, donc, et j'en étais là l'an dernier, j'avais repris tout cet exposé datant de la Grèce, mais du point de vue de la physique. C'est-à-dire, j'avais montré que petit à petit, de manière corrélée, et en particulier au XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle la révolution scientifique, c'est-à-dire la reconnaissance de la corrélation importante entre mathématiques et physique, se sont développées donc, de manière corrélative, des mathématiques et de la physique, ce qui est d'ailleurs en train de se continuer actuellement au XXe et au XXIe siècle et qui a traversé toute l'histoire. Mon objectif, c'est aussi de, ensuite donc, soit dans quelques semaines, dans quelques mois selon les circonstances, soit dans les années qui suivent, parler de la suite de l'histoire, bien entendu, c'est-à-dire des mathématiques des Lumières, donc du XVIIIe siècle en particulier, avec des gens comme Euler et Lagrange, ce qui va permettre de prolonger l'étude du développement conjoint des mathématiques et de la physique, et ce qui va aussi nous permettre de travailler sur des notions extrêmement importantes, les équations différentielles et intégrales, et le calcul des variations qui apparaissent à cette époque. Enfin, il faudra aussi consacrer du temps à d'autres parties des mathématiques que je n'ai pas abordées jusqu'ici, c'est-à-dire l'arithmétique, par exemple, qui commence dans l'Antiquité grecque elle aussi, les probabilités, qui commencent au XVIIe siècle, par exemple avec Pascal, et sans doute bien d'autres domaines dont j'aurai à parler. J'avais distingué de manière un peu arbitraire 4 périodes dans toute cette histoire. La période aristotélicienne, qui commence, on va dire, à Aristote, c'est-à-dire au IIIe ou IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui se poursuit, dont l'influence d'Aristote se poursuit jusqu'à Copernic, on va dire, et même un peu après, l'influence philosophique et l'influence dans le domaine des sciences et des mathématiques. Ensuite, une deuxième période un peu intermédiaire, mais très importante, où apparaissent des gens comme Copernic, Tycho Brahe, qui vont questionner la période aristotélicienne, Giordano Bruno aussi, qui vont questionner la philosophie aristotélicienne dans le domaine des sciences. Ensuite, Kepler, qui, aristotélicien comme tout le monde au départ, va devenir lui aussi anti-aristotélicien, en développant ces théories dont je vais parler en détail après. Et enfin, Galilée, qui disons de manière classique, marque le début de ce qu'on pourrait appeler la physique mathématique, avec l'expression qu'on lui attribue, le monde est écrit en langage mathématique. Alors quelques mots un peu plus en détail. Aristote, donc le système d'Aristote est basé sur un certain nombre d'éléments, j'en ai cité quelques-uns ici, un monde sublunaire et un monde supralunaire, qui sont complètement différents du point de vue de ce qu'on pourrait appeler leur physique actuellement. Donc le comportement, par exemple, mécanique n'est pas le même dans ces deux mondes. En particulier, dans le monde supralunaire, ce qui régit le mouvement, c'est le cercle, qui est la figure parfaite, par excellence. Donc, ensuite, une théorie du mouvement, en dehors du fait que les trajectoires des mouvements sont circulaires, ce qui est représenté sur ce schéma. Le mouvement se fait vers un lieu privilégié. Il peut être naturel ou violent, et il y a une différence fondamentale de nature entre mouvement et repos. Alors, il s'agit d'une vision
dans laquelle le mouvement est défini par l'objectif qu'il veut atteindre, vers son lieu privilégié. Et toutes ces notions vont être contestées, bien sûr, petit à petit, à partir du Moyen-Âge, et peut-être même avant. Ensuite, il y a un modèle dominant, qui est le modèle d'ailleurs basé sur la géométrie euclidienne, le modèle des droites et des cercles. C'est déjà dit l'importance qu'avaient les droites. Sur ce schéma, on voit la conception du monde d'Aristote. Alors je vais l'agrandir. Voilà. Donc on voit que le fonctionnement, on va dire, du monde, et en particulier le mouvement des planètes et des étoiles autour de la Terre, qui est au centre, bien entendu, est représenté par des cercles concentriques, avec un cercle ici qui est la cause de tous les autres mouvements, c'est-à-dire qui entraîne les autres, qui entraîne le fonctionnement des autres. Alors, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Et je voulais vous montrer le système de Ptolémée, qui est le système qui va être dominant jusqu'à l'époque de Copernic, avec donc la Terre au centre, bien entendu, et un mouvement des planètes qui est représenté de cette manière, avec une planète, par exemple Mars, puisque c'est souvent celle-là qui a été étudiée, qui tourne sur un cercle appelé épicycle, ce cercle ayant un centre M, qui tourne lui sur un cercle appelé déférent, centré sur la Terre. Pourquoi ce modèle? C'est le cas d'ailleurs le plus simple. Après, il y avait d'autres représentations un peu plus complexes. Pourquoi ce modèle? Eh bien parce que lorsqu'on observe la planète Mars dans le ciel, pendant l'année, on s'aperçoit que elle rebrousse chemin sur sa trajectoire, elle revient en arrière. Alors ceci pose un problème si on veut représenter son mouvement comme étant sur un cercle autour de la Terre. Tandis que cette représentation sous forme d'épicycle, je vais vous montrer l'animation, permet de rendre compte de cette rétrogradation de la planète. Donc vous voyez qu'on a des retours en arrière. Alors bien sûr c'est un modèle, celui que je vous montre est très simpliste, mais c'est en fait l'idée fondamentale qui est développée par Ptolémée pour rendre compte des observations qui dataient de déjà bien longtemps à son époque, puisque les Mésopotamiens avaient construit des tables de position des planètes et des étoiles. Donc, ce modèle, il faudrait dire actuellement, ce modèle géométrique du mouvement des planètes, rendait un peu mieux compte, par exemple, du mouvement de Mars. Il n'était pas très précis, donc on a ajouté des épicycles supplémentaires. Par exemple, on peut ajouter ici un nouveau cercle centré sur un point N qui serait sur le premier épicycle, ce point N tournant sur l'épicycle et le point M ici tournant sur le déférent. Et puis comme ça on peut ajouter différents niveaux de cercles, ce qui finit par devenir extrêmement compliqué et a peut-être mis la puce à l'oreille aux scientifiques de l'époque qui se sont dit que c'était peut-être trop compliqué pour être vrai. Alors, je reviens ici à la suite. Ensuite, Copernic. Alors, Copernic le principal geste, on va dire, scientifique de Copernic, c'est de remplacer la Terre par le Soleil au centre du système. Il va garder les cercles et donc les éléments qu'il décrit sont une Terre qui tourne sur elle-même d'abord, c'est-à-dire qu'il conteste la fixité de la Terre, qui était un élément de la science aristotélicienne. Le Soleil est au centre, mais la conservation des cercles
l'empêche par exemple d'expliquer précisément la rétrogradation de Mars. Tycho Brahe, qui est un astronome danois, qui est très important dans la mesure où il a fait des observations très précises pour compléter des tables qui existaient auparavant, en construisant des instruments, alors pas de lunettes astronomiques encore chez lui pour le moment, c'est-à-dire autour de 1600, elles vont apparaître peu après, et il modifie un peu le système de Ptolémée qu'il conserve, c'est-à-dire qu'il est anti-copernicien, et simplement il décentre, il modifie la position des centres de rotation. C'est aussi quelqu'un qui a, donc je le répète, qui a été très important par les observations qu'il a faites, en particulier conjointement avec Kepler. Donc Kepler, qui apparaît maintenant dans ce diaporama. Alors Kepler, lui, compare les systèmes de Copernic et de Ptolémée, et surtout il se propose de trouver des réponses à 3 questions, qui sont relativement nouvelles. Pourquoi y a-t-il 6 planètes, d'abord? Deuxièmement, comment expliquer leur distance respective au Soleil? Troisièmement, comment expliquer leur vitesse? Donc il pose pour la première fois, peut-être pas exactement la première fois, mais en tout cas c'est l'un des premiers, à se poser la question de rendre quantitatives les observations en donnant des explications. Alors on va voir après qu'il va proposer un modèle de représentation du monde. Alors, l'un des premiers obstacles qu'il rencontre, c'est le problème des cercles, on l'a vu juste avant avec Tycho Brahe et avec Copernic. Ses études sur l'optique, puisqu'il travaille sur l'optique en particulier en relation avec le développement des lunettes astronomiques, lui font entrevoir le rôle des coniques. Au lieu des coniques, je vais expliquer juste après ce que c'est. Les coniques, ce sont des courbes donc qui apparaissent dans l'optique en général, dans l'optique géométrique. Et puis, il entrevoit la possibilité d'une loi faisant intervenir l'inverse du carré des distances, hypothèse qu'il rejette. C'est-à-dire que dans la formulation des lois physiques, il pense que les variations sont inversement proportionnelles au carré des distances. On dirait maintenant ils sont en 1 sur R2. Donc je vous montre d'abord sur cette image un petit rappel de ce que c'est qu'une conique. Vous avez à gauche un dessin de Kepler, à droite une définition, on va dire la définition grecque des coniques. Les coniques, ça vient du mot cône. Le cône, c'est cette figure, donc ce volume dans l'espace, qui, alors, en mathématiques, on le représente comme ayant 2 nappes, la nappe supérieure et ici la nappe inférieure avec un sommet. Et une conique, c'est ce qu'on obtient en coupant le cône par un plan, selon la position du plan, ici, ou là, vous voyez ici les intersections, bon, c'est pas très clair, très évident, mais disons que on peut obtenir des ellipses ou des cercles, qui sont des cas particuliers d'ellipses. On peut obtenir des paraboles et on peut obtenir des hyperboles. Là, vous avez une hyperbole, là, vous avez des cercles, ellipses et paraboles. Toutes ces courbes s'appellent des coniques. On peut obtenir aussi 2 droites comme intersection. Toutes ces courbes s'appellent des coniques. Et ces coniques vont jouer un grand rôle dans la mesure où les ellipses vont être pris par Kepler comme modèle des trajectoires. Alors passons donc aux 3 lois de Kepler, puisque Kepler va énoncer 3 lois qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors d'abord, j'ai mis à gauche le premier modèle de Kepler qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire après, mais qui était un modèle auquel il a tenu, un modèle où il y avait qui était appuyé sur un théorème de l'Antiquité grecque qui disait qu'il y avait en mathématiques 5 polyèdres réguliers, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre et
le tétraèdre. Alors, il s'en servait comme support pour des sphères sur lesquelles tourneraient les planètes autour du Soleil. Donc vous avez une idée ici de cette représentation. Donc vous avez ces polyèdres qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et pour chaque polyèdre, il y a une sphère circonscrite et une sphère qui est inscrite dans le polyèdre qui est au-dessus. Donc vous avez finalement 6 sphères, ce qui correspond aux 6 planètes connues à cette époque. Et ce modèle donc permettait de calculer, par des moyens purement géométriques, les distances entre les planètes et le Soleil. Bien entendu, ça n'était pas très précis et ça n'était pas satisfaisant, en tout cas pour certaines planètes, et finalement, Kepler a été amené à abandonner ce modèle. Alors je vous montre maintenant les 3 lois énoncées par Kepler. La première loi, c'est que les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien d'abord, une ellipse, c'est un peu comme un cercle allongé. Vous avez la planète donc, qui tourne sur une ellipse autour du Soleil, qui est là, au foyer. Alors le foyer d'une ellipse, c'est un point particulier, il y en a 2. Le deuxième, il est symétrique par rapport au centre de l'ellipse. Le centre de l'ellipse est ici. Le deuxième foyer serait ici, à peu près. Et la caractéristique d'une ellipse, c'est que si je calcule la distance entre ce foyer et le point P, et que je lui ajoute la distance entre le point P et l'autre foyer, j'obtiens toujours le même nombre pour une ellipse donnée. Donc la somme des distances de P aux 2 foyers est constante. C'est la définition d'une ellipse. Ensuite, ça c'est la première loi. La deuxième loi tient compte du fait que les planètes ne tournent pas toujours à la même vitesse autour du Soleil. La Terre ne tourne pas toujours, par exemple, à la même vitesse autour du Soleil selon la période de l'année, selon les saisons, on pourrait dire. Donc en imaginant que j'ai représenté là la Terre, vous avez là 2 positions P1, P2 de la planète pendant un intervalle de temps fixé, par exemple pendant un mois. P1, c'est au début du mois, P2, c'est à la fin du mois. Et puis vous avez 2 autres positions, P3 et P4 de la planète sur sa trajectoire, pendant un autre mois, pendant une autre période d'un mois. L'ensemble de la trajectoire pour la Terre durant l'ensemble du parcours de la trajectoire durant un an. Bon, donc vous voyez que sur cette période, la planète parcourt une distance plus grande que sur la période, et donc pendant le même temps, pendant un mois, disons. Ce qui fait qu'elle va plus vite ici que là. Mais ce qui reste constant, ce sont les surfaces que j'ai indiquées ici en couleur. Donc la deuxième loi s'énonce: les aires balayées par le rayon vecteur SP pendant un temps fixe t sont égales. C'est la deuxième loi de Kepler. La troisième loi va donner une relation entre la période, c'est-à-dire le temps que met la planète pour faire un tour complet sur sa trajectoire autour du Soleil, et le diamètre de cette trajectoire. Alors je dis le diamètre, c'est pas très précis, c'est pas suffisant parce qu'il y a 2 diamètres sur une ellipse. Vous avez ce diamètre, ce qu'on appelle le grand axe, et le petit axe qui serait ici perpendiculaire. Donc on va s'intéresser au demi-grand axe, OU, qu'on note petit a. Le demi-grand axe, c'est en fait la plus grande distance entre le Soleil et la planète. Et la troisième loi de Kepler dit que le carré de la période de révolution, t, est proportionnel au carré du demi-grand axe, petit a. En termes mathématiques, on a, au cube du demi-grand axe. En termes mathématiques, on a petit a au cube
divisé par t au carré égale une constante. A au cube, c'est a fois a, la multiplication de a 3 fois par lui-même, et t au carré, c'est t fois t. Vous voyez que ces lois vont permettre de donner une description précise du mouvement des planètes autour du Soleil. Elles sont toujours utilisées en astronomie, on va le voir peu après. Et surtout, elles vont permettre de faire des prévisions, de faire des calculs, des mesures pour l'ensemble des planètes d'un système solaire donné. Bon, après Kepler, j'ai abordé déjà dans le cours l'année dernière Galilée, et ensuite mon objectif est d'arriver à Newton, auquel je consacrerai pas mal de temps. La différence entre Kepler et Newton, on pourrait dire qu'elle porte sur le caractère des lois qu'ils ont énoncées. Les lois de Kepler sont descriptives, c'est-à-dire qu'elles donnent une description à la fois de la vitesse, des distances et de la forme de la trajectoire. Mais elle n'explique pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a ces relations. Et Newton, son génie va être, en partie, pour d'autres raisons aussi, va être de trouver une explication commune à ces trois lois et à bien d'autres choses qui sont d'ailleurs liées à Galilée, dont je parlerai la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais continuer, en fait, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est ce que j'avais fait les années précédentes, mais je vais continuer en donnant un petit complément sur Kepler et sur la façon dont on utilise ces lois en astronomie actuellement. Alors, je vais terminer ce cours d'aujourd'hui en complétant ce que j'avais donc fait la dernière fois au mois de mars, c'est-à-dire en indiquant ce que les lois de Kepler permettent de calculer et comment elles sont encore utilisées dans des problèmes très actuels comme les trous noirs ou la matière noire. Alors tout d'abord, une application classique qui consiste à calculer le demi-grand axe de l'orbite d'une planète du système solaire. Alors pour ceci, on prend la troisième loi de Kepler sous la forme t carré sur a au cube égale 1 sur m. En effet, la constante qui intervient dans la loi de Kepler telle que je l'avais écrite précédemment, à condition de choisir des unités correctes, on peut faire en sorte de l'écrire sous la forme 1 sur m, où m est la masse de la planète, où m est la masse du Soleil, et pour nous, la masse est égale à 1, ce qui fait que c'est en fait t carré sur a au cube égale 1. T est la période en années, et a est le demi-grand axe en unité astronomique, c'est-à-dire qu'on prend comme unité la distance Terre-Soleil. Pour la planète Mars, les mesures qui ont été faites depuis très longtemps montrent que sa période est de 1,8808 années, c'est-à-dire entre presque 2 ans. Ce qui donne, la formule nous donne 1,8808 au carré sur a au cube égale 1. Donc, a égale racine cubique de 1,8808 au carré, ce qui donne 1,5237. Et donc, ensuite, ce demi-grand axe de l'orbite de la planète Mars a été bien sûr mesuré par d'autres méthodes, les méthodes de parallaxe, ce qui a permis de confirmer qu'on obtenait bien le même résultat. Donc, c'est un exemple d'application de la troisième loi de Kepler. Ces lois de Kepler s'appliquent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'appliquent en fait dans le cas où la relativité n'intervient pas, mais c'est effectivement le cas de l'astronomie pour les planètes au voisinage d'une étoile. Alors,
cette partie et les suivantes sont un peu plus techniques que ce qui précède. Si par exemple vous avez des difficultés à suivre les explications, d'abord n'hésitez pas à me contacter à l'adresse que j'ai indiquée au début. Je rappelle michel.damien@gmail.com et je vous répondrai soit par mail si la réponse vous concerne, je considère qu'elle ne concerne pas tout le monde, sinon je répondrai au prochain cours. Alors passons à d'autres applications de ces lois. Application plus récente. Calculer la masse d'une exoplanète. Alors une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que la nôtre. On en a détecté depuis quelques dizaines d'années. Et on a détecté par des moyens que je ne vais pas détailler. Mais disons que on va voir qu'on peut se servir des lois de Kepler pour déterminer leur masse. Alors sur le schéma qui est ici, bon, je vais d'abord vous montrer l'animation, enfin une explication plus détaillée. Donc, comment on détecte la présence d'abord d'une exoplanète? Alors là, vous avez un exemple d'une planète qui tourne autour d'une étoile. La planète c'est P, la planète est ici, l'étoile c'est E, et le point G est en fait le centre de gravité du système planète-étoile. En réalité, on dit toujours que une planète tourne autour de son étoile, par exemple la planète Terre autour du Soleil, mais en réalité, la planète et son étoile tournent autour d'un point G, centre de gravité du système. L'étoile étant beaucoup plus proche du point G, étant donné sa masse, que la planète est proche du point G. Alors, donc on a un système qui est donc en général très éloigné de nous, puisque les exoplanètes sont éloignées de nous. Et donc, on peut alors détecter la rotation de l'étoile par effet Doppler. Alors, qu'est-ce que ça signifie par effet Doppler? Ça signifie que quand l'étoile s'éloigne de nous, les raies spectrales des radiations qu'elle émet sont décalées vers le rouge et la variation des longueurs d'onde peut être observée depuis la Terre. Alors, je fais le schéma. La Terre est ici, c'est le point d'où l'on observe le système. Je fais une démonstration de ce qui se passe. Quand le système tourne autour de G, eh bien, l'étoile émet de toute façon des radiations, mais ces radiations, quand l'étoile s'éloigne, la vitesse des radiations diminue par rapport à nous, tandis que quand l'étoile se rapproche, ici, la vitesse relative des radiations augmente. Donc, ce qu'on mesure, c'est la variation qu'on note delta lambda dans la formule qui est ici, la variation de la longueur d'onde par rapport à la longueur d'onde au repos, qu'on mesure par une autre méthode, par exemple en laboratoire, et la vitesse V est donnée, la vitesse de rotation est donnée par la vitesse de la lumière, C, multipliée par la différence delta lambda, c'est-à-dire lambda 0 moins lambda V, c'est-à-dire lambda à la vitesse V, sur lambda 0, divisé par lambda 0. Ceci nous permet d'avoir donc, de mesurer la vitesse en mesurant les variations de la longueur d'onde. Alors, ceci donne des schémas de ce type, c'est-à-dire que on a les raies spectrales qui sont décalées, donc pour la source immobile, on aurait des raies spectrales qui seraient organisées de cette manière. Pour une source qui s'éloigne, on aurait un décalage. Vous voyez qu'elles sont décalées vers le rouge, les raies du départ.
et pour une source qui se rapproche, on aurait un décalage vers le bleu, vers le violet. Donc ce décalage, on peut l'observer bien sûr par des mesures de la radiation qui est émise. Alors, ça, ce sont les variations de... Alors là, le schéma, pour le moment, j'indique que c'est un schéma qui donne la période et l'amplitude, K étant l'amplitude des radiations. Alors, les valeurs nulles de delta lambda correspondent au cas où G, E et T sont alignés. C'est-à-dire que si G, E et T sont alignés, donc quand la variation est nulle, on a cette situation-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de composante de la vitesse sur l'axe GT. La vitesse, c'est ce vecteur-là. Il n'y a pas de composante de la vitesse. Si je tourne un petit peu, on voit que la vitesse qui est là, il y a une composante dans ce sens-là et une composante dans ce sens-là. Mais là, quand je me mets ici, à peu près, il n'y a pas de composante de la vitesse. La composante est nulle, en tout cas, dans cette direction-là, dans la direction GT ou PT. Alors, la valeur maximale de K, de l'amplitude, correspond au cas où GE est perpendiculaire à GT. La valeur maximale K que vous voyez donc sur la courbe qu'on obtient lorsque l'étoile se déplace et la planète se déplace, cette valeur maximale correspond au K que je vais indiquer ici, correspondant au cas où GE est perpendiculaire à GT alors que G s'éloigne, alors que E s'éloigne de T. L'étoile s'éloigne de la Terre. Donc depuis la Terre, on peut donc mesurer ces variations et s'apercevoir que l'existence de ces variations prouve qu'il y a une planète en train de tourner autour d'une étoile, donc une exoplanète. Alors... Donc revenons, je vous montre aussi cette image qui résume donc la vélocimétrie qui est la variation de la vitesse radiale. Donc vous retrouvez le schéma que j'ai montré tout à l'heure. Alors c'est le cas le plus simple où on considère que l'orbite est circulaire, ce qui est souvent le cas parce que par exemple pour la Terre, la différence entre le demi-grand axe entre le grand axe et le petit axe est faible, c'est-à-dire que l'orbite est quasiment un cercle autour du Soleil. Quand vous avez des orbites non circulaires, vous avez un schéma correspondant à ce que je vous ai montré précédemment, un peu plus compliqué, mais qu'on peut bien sûr interpréter. Et puis, quand vous avez plusieurs exoplanètes autour d'une même planète, vous avez un schéma encore plus compliqué. Alors, en dessous, vous avez la découverte de la première exoplanète en 1995, par Mayor et Kellos, de l'Observatoire de Genève. Vous voyez le schéma qu'ils ont obtenu, le graphique qu'ils ont obtenu avec les barres d'erreur, c'est-à-dire que c'est un graphique que les physiciens ou que les gens qui utilisent les statistiques connaissent, avec non seulement la courbe, mais on a en réalité des barres d'erreur pour chaque mesure. Et puis vous avez donc, pour cette première exoplanète, vous avez les résultats qu'on a obtenus, qui est plus proche de son étoile que Mercure du Soleil. Donc avec l'interféromètre, le spectromètre, pardon, qui a été utilisé dans ce cas. Alors, passons maintenant, donc vous avez dans cet exemple, comment on détecte une exoplanète. Alors je n'ai pas fini, donc je reviens à la présentation
au point où j'en étais. Ensuite, on va calculer la masse de l'exoplanète. Alors jusqu'ici, ce que j'ai fait ne fait pas intervenir les lois de Kepler. Ce sont des lois qui sont liées, des mesures qui sont liées à la fréquence des radiations qui sont émises, à la variation de la fréquence des radiations qui sont émises par l'étoile. Alors, ensuite on calcule la masse de l'exoplanète, donc. Alors, la constante K qui est dans la loi de Kepler s'obtient en mesurant le rayon de rotation de l'étoile multiplié par oméga qui est la vitesse de rotation. Ce qui s'écrit RE fois 2pi sur T. Donc RE c'est la distance GE et oméga c'est la vitesse angulaire de E. G est le centre de gravité. Donc on a la formule qui détermine le centre de gravité, c'est-à-dire la masse de E multipliée par la distance RE entre G et E est égale à la masse de P multipliée par la distance RP entre P et G. Ce qui donne RE égale ME sur MP fois RP en transformant cette égalité. En extrayant ME, je divise par RE de chaque côté. Donc ici il me reste ME. Et là j'obtiens MP fois RP sur ME. Ce qui donne K égale, on a vu, RE fois 2pi sur T. 2pi correspond à l'angle de rotation quand ça a fait un tour. C'est le périmètre du cercle en fait. Donc K égale RE oméga, RE 2pi sur T. Donc ça me donne, en reprenant ceci et en le mettant là-dedans, ça me donne K égale MP sur ME fois RP fois 2pi sur T. On suppose que la masse de l'étoile est très supérieure à la masse de la planète, ce qui est toujours le cas, ce qui permet les approximations suivantes. RP est beaucoup plus grande, la distance RP est beaucoup plus grande que la distance RE, donc on considère que G est confondu avec le centre de l'étoile. Autrement dit, cette distance-là est négligeable par rapport à la distance GP. La distance GE est négligeable. Donc, c'est comme si le point G était confondu avec le centre de l'étoile. Et RP est donc la distance étoile-planète que je vais noter petit a. On obtient K égale MP sur ME fois petit a fois 2pi sur T. Or, on a T carré sur A au cube égale 1 sur ME, c'est la troisième loi de Kepler. Alors, en transformant cette égalité, on obtient, alors, je fais oralement la transformation, si je multiplie A cube par 1, ce qui me donne A cube, je dois obtenir la même chose qu'en multipliant T carré par ME, donc j'obtiens A cube égale T carré fois ME, donc A est la racine cubique de T carré fois ME. D'où l'on tire que la masse de P est égale, la masse de la planète P est égale à, qui intervient ici donc, est égale à K fois T fois la masse de E, divisé par 2pi racine cubique de T carré ME, égale K sur 2pi racine cubique de M carré de E fois T. En réalité, il faut multiplier par un facteur sinus i, parce que le plan de rotation de l'étoile autour du point G n'est pas, ou le plan de rotation du système n'est pas le plan qui contient la Terre, la planète et l'étoile. Donc il faut faire intervenir l'angle sous lequel on voit le plan de la trajectoire de P. Mais enfin, encore une fois, ces calculs sont destinés à ceux et celles d'entre vous qui ont envie de comprendre le détail, mais ça ne doit pas être un obstacle à la compréhension. L'idée, c'est qu'on obtient donc la masse de la planète par cette méthode, en appliquant, par ces méthodes, en appliquant
On l'a vu ici, la loi de Kepler. Passons maintenant à une deuxième application, qui est le calcul de la masse du trou noir situé au centre de la Voie lactée. Alors, on sait par d'autres méthodes qu'il y a sans doute au centre de chaque galaxie un trou noir, et notre galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée, n'échappe pas à cette règle. Donc, l'objectif est de calculer la masse de ce trou noir. Alors, depuis les années 90, les observations portant sur l'étoile, on a découvert une étoile S2 qui est en orbite autour du trou noir. Alors, en orbite autour du trou noir, le trou noir, je rappelle que c'est un objet physique obtenu en général par implosion d'une planète, d'une étoile sur elle-même. Et cet objet, on l'appelle trou noir parce qu'effectivement, tout ce qui arrive à son voisinage, y compris la lumière, est piégé et ne peut pas ressortir, y compris la lumière. Donc ici, ça peut paraître contradictoire, mais il y a ce qu'on appelle un horizon du trou noir, qui est l'horizon du trou noir, c'est un cercle, on va dire, qui est autour du trou noir et à partir duquel on est piégé. Mais cette étoile qui est au-delà de l'horizon continue à tourner, peut-être qu'elle va se faire piéger elle aussi, mais pour le moment, elle continue à tourner. Enfin, à l'époque où on a fait l'observation, elle continue à tourner. Donc, on a mesuré qu'elle tournait pendant un temps, il lui fallait 15,2 années, c'est sa période de rotation, pour faire le tour du trou noir. On sait aussi par ailleurs que le trou noir central est à une distance de 8000 parsecs. Alors, un parsec, c'est la distance, enfin disons pour simplifier, que c'est 3,26 années-lumière. C'est écrit en dessous, avec 2 signes égales, ce qui est une erreur d'écriture. 3,26 années-lumière. Bon. Donc on a ces informations. On sait aussi que si on examine la rotation de S2 autour de ce trou noir, on mesure le demi-grand axe de la trajectoire, en admettant que c'est un cercle, encore une fois, par approximation. Alors la trajectoire, c'est ça. Donc on mesure ce demi-grand axe en se servant de l'angle, ici, sous lequel, là c'est la Terre, sous laquelle on voit ce demi-grand axe. Cet angle est très petit, mais quand même mesurable avec les moyens actuels, qui est de 0,119 secondes d'arc, c'est-à-dire 0,119 divisé par 3600 degrés. Un degré, c'est 3600 secondes. C'est comme pour les minutes et les heures. Ce qui donne environ, ce qui permet de calculer la distance entre la Terre et le trou noir, ce qui donne 850 unités astronomiques. Alors, ce qui fait, je crois, autour de 40 000 années-lumière. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr. J'aurais dû le noter. Enfin, vous me corrigerez ou je corrigerai la prochaine fois. Donc la troisième loi de Kepler s'écrit T au carré sur A au cube égale 1 sur la masse du trou noir. Et comme on a ici T et grand A, eh bien on obtient que la masse du trou noir, c'est, en faisant le calcul, en divisant A au cube par T au carré, on obtient 3,7 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 3,7 millions de masses solaires. Donc vous voyez que, encore une fois, cette troisième loi de Kepler permet, bien sûr en ayant des informations, d'autres informations, obtenues par d'autres moyens, sur d'autres paramètres de la situation, on peut en déduire la masse du trou noir. Alors je termine par, toujours en appliquant cette règle, la détection de la matière noire. Alors la matière noire, c'est une hypothèse que l'on fait actuellement, une hypothèse explicative pour le fait que l'on a mesuré
disons qu'il y a une contradiction entre la théorie qui donnerait la théorie de la gravitation, la théorie de la relativité, on va dire, qui, dans les calculs, donnerait une certaine répartition des masses, du point de vue théorique, et des observations qui permettent de penser que il y a au moins, enfin disons, 80% de la masse qui échappe à cette théorie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas et qui contredit d'une certaine façon la théorie. C'est l'un des grands mystères de la physique actuelle. Alors, le fait est qu'on n'a pas de réponse, c'est-à-dire que la matière noire c'est hypothétique, il y a peut-être d'autres explications à cette contradiction entre la théorie et les observations, mais en tout cas, pour le moment, faisons l'hypothèse qu'il y a de la matière noire. Alors, la rotation d'une galaxie engendre, par rapport à l'observateur, donc on observe là l'ensemble d'une galaxie. Ça c'est une galaxie. Il ne s'agit pas du trou noir, il s'agit de l'ensemble de la galaxie, une galaxie bien sûr pas la nôtre, une galaxie externe, comme la galaxie d'Andromède. Donc la rotation engendre par rapport à l'observateur sur Terre ou sur une sonde un éloignement d'une partie de la galaxie et un rapprochement de la partie opposée. C'est-à-dire que la galaxie tourne sur elle-même, et de la même façon que dans l'un des exemples précédents, je vous ai expliqué que ça engendrait une variation de la longueur d'onde par rapport à nous des radiations émises. Donc vous avez un décalage qui est indiqué ici en couleur vers le bleu ou vers le rouge si la planète tourne, quand la planète tourne. Et le mouvement, donc cette galaxie est composée d'étoiles, bien entendu, et à l'extrémité de la galaxie, sur les bords de la galaxie, on a surtout des gaz qui ne sont pas condensés en étoiles, à une distance r du centre. Alors bien sûr, là aussi il s'agit d'une galaxie, on va dire par exemple elliptique, mais qu'on peut, si elle est vue par la tranche, par exemple, ça pourrait très bien avoir une forme quasi circulaire. Donc on considère qu'en moyenne, ces gaz sont une distance r du centre, qui est en gros le rayon de la galaxie. Et ces gaz qui sont en rotation, le mouvement de ces gaz peut être assimilé à un mouvement keplérien, quasi circulaire. C'est comme si en fait les gaz représentaient dans leur ensemble une planète qui tourne autour du centre de la galaxie, et dont la vitesse est v égale 2pi r sur t, r étant le rayon de la galaxie, étant la période de rotation de cette galaxie. Donc on assimile la galaxie à quelque chose qui ressemblerait à un système Soleil-planète. On pourrait considérer là que sur le Soleil, ça serait le trou noir du centre de la galaxie, et les planètes, ce sont la planète que l'on considère, représente les gaz qui tournent à l'extrémité de la galaxie, tout autour, ici, dans la frontière de la galaxie. Alors, on applique la troisième loi de Kepler à ce modèle, on obtient, donc, on reprend cette formule, ce qui donne cette fois-ci la vitesse de rotation, ce qui permet de calculer la vitesse de rotation, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait appliqué cette formule, mais cette fois-ci, en l'appliquant autrement, on obtient V égale 2pi fois racine de m sur racine de r, avec cette formule, c'est-à-dire en appliquant aussi ceci. Et donc je vais vous montrer maintenant pourquoi ce calcul de la vitesse permet de déduire l'existence de la matière noire. Alors, si on prend les prévisions de la loi de Kepler, ce que je viens d'expliquer, on obtient la vitesse des gaz en fonction du rayon, de la distance au centre. C'est-à-dire qu'on fait des mesures pour différentes, on fait des calculs, pour différentes, à l'aide de cette formule, pour différentes distances r par rapport au centre. Donc en gros, m étant la masse de la galaxie, enfin la masse des gaz, on obtient 2pi sur racine de m sur racine de r. Ce qui est important de voir, c'est la forme de cette formule. Cette formule dit que v est inversement proportionnel à la racine du rayon. Autrement dit, si le rayon augmente, v diminue.
Donc les lois de Kepler permettent de déduire que la vitesse devrait être donnée par cette formule, dans laquelle, la vitesse qu'on a calculée tout à l'heure, dans laquelle on aurait une fonction qui est inversement qui donne une vitesse inversement proportionnelle à la racine du rayon, de la distance au centre. Ce qui donne une courbe de ce type. Puisque quand r augmente, racine de m qui est une constante, divisée par racine de r, diminue. Si r devient grand, ceci diminue. Donc on a, quand r augmente, la vitesse qui est représentée sur l'axe vertical qui diminue. Or, les mesures par interférométrie, c'est-à-dire par effet Doppler, toujours, ce qu'on a vu tout à l'heure, de la vitesse de rotation en fonction de la distance, donne cette courbe-là. Où on a encore ici la vitesse en fonction de la distance au centre. Pour la galaxie M33. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction extraordinaire, flagrante, entre la théorie et les mesures. Ce qui permet de déduire que il y a sans doute un problème soit dans les mesures, soit dans la théorie, mais en tout cas, il faut trouver une explication. Alors l'une des explications, c'est que la répartition des masses n'est pas la même, et que donc il y a de la masse cachée qui intervient dans ce phénomène. Donc ça, c'est une question qui reste posée pour le moment. Il y a différentes hypothèses qui ont été émises, bien entendu, la matière noire étant la plus connue. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui ce cours en précisant d'abord que je me rends bien compte en faisant le cours que c'est peut-être pas toujours facilement compréhensible. D'abord parce que c'est difficile pour moi de parler devant un écran et pas de parler devant vous. Ça change complètement mon élocution d'abord, et puis je dirais d'une certaine façon ça change complètement ma concentration par rapport à ce que j'ai à dire. Enfin bon, on va essayer de s'améliorer dans les suivants. Je rappelle que vous pouvez, et je vous conseille de le faire si vous en avez envie, m'écrire. N'oubliez pas que je répondrai de toute façon à toutes vos demandes, propositions, remarques que vous pouvez faire, y compris correction des erreurs que j'ai pu faire, soit par mes connaissances, soit encore une fois à cause des conditions dans lesquelles je fais cette vidéo. La prochaine fois, je vais passer à Galilée, et donc montrer, je vais revenir un petit peu d'ailleurs avant de terminer sur une image, donc je vais passer à Galilée, pour surtout, Galilée j'en ai parlé l'année dernière, donc je vais résumer et compléter comme aujourd'hui ce que j'ai fait pour Kepler, je vais compléter pour Galilée, donc l'objectif étant d'arriver à Newton ensuite. Alors je termine en vous montrant ce schéma qui a été fait, pas par moi déjà, je l'ai pris sur Wikipédia, ce schéma qui est relatif à l'évolution des idées qui influençant Kepler en astronomie, mais qui de manière plus générale montre un peu l'histoire des mathématiques et de la physique entre l'Antiquité grecque et Newton. C'est-à-dire que, alors le schéma est orienté bizarrement de droite à gauche. Si c'est le passé, là c'est le futur. Enfin bon. Et donc, vous voyez qu'on part de Pythagore, mais en fait on aurait pu mettre aussi ici Thalès et d'autres, Anaximandre par exemple. Et puis, cette période grecque donc, où, alors bien sûr dans ce schéma on parle de cosmologie et d'astrologie, est effectivement il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce domaine, en astronomie et en cosmologie. Beaucoup de travaux, bien sûr, qui sont faits aussi en mathématiques, parallèlement, y compris par les mêmes personnes, que ce soit Pythagore, Platon, Archimède, Ptolémée, Euclide, ce sont des mathématiciens. Aristarque, Apollonius, qui a travaillé beaucoup sur les coniques, justement. Et on voit donc ce que, je reprends donc d'une certaine façon ce que j'avais dit tout à l'heure, on voit que on va passer par les Arabes, qui vont travailler beaucoup sur l'optique et l'astronomie. Alors déjà, l'optique était
étudié ici, là, par les Grecs. Alors, il s'agissait de l'optique géométrique, bien sûr, c'est-à-dire du trajet des rayons lumineux qui se déplacent dans des milieux différents, par exemple, avec la loi de la réflexion qui était bien connue, et la loi de la réfraction qui était un peu plus problématique, et qui va être reprise après par Descartes et Snell. Alors, ensuite, vous avez le passage donc à Copernic, Kepler, Newton, là où je veux arriver. Hein. Copernic, Kepler, Newton. Alors, il y a Galilée qui est un peu sur le côté, mais ça ne veut pas dire qu'on le met de côté, ça veut dire que il a travaillé parallèlement à Kepler. Avec Kepler, d'ailleurs, dans des relations pas toujours faciles. Vous avez ici d'autres influences que les influences purement scientifiques, je dirais, avec l'influence religieuse, bien sûr, du monothéisme, l'influence de mystiques religieux, mais qui sont aussi des mathématiciens, comme Nicolas de Cuse, l'influence aussi des théories musicales, alors à la Renaissance, mais aussi déjà chez Pythagore, qui analyse la structure des gammes, l'influence du magnétisme chez Gilbert, et puis ici vous avez donc, on aboutit à Newton qui va faire une espèce de synthèse extraordinaire de tout ça, et génial, mais ça, ce sera l'objectif de la prochaine séance, ou plutôt de la suivante encore. Je terminerai donc ici ce premier cours en espérant ne pas vous avoir trop ennuyé et ne pas vous avoir découragé de regarder les émissions suivantes, qui porteront donc d'abord sur Galilée, puis sur Newton. Je me rends compte en enregistrant cette émission qu'il est pour moi extrêmement difficile de parler devant un écran en l'absence des auditeurs. Cela va rendre sans doute ce cours un peu terne, confus et difficile à suivre par rapport au cours en amphi. La gestion concomitante de la vidéo, du son et du contenu, avec les manipulations par exemple de GeoGebra, rendent techniquement les choses un peu difficiles pour moi. J'espère que cela s'améliorera avec le temps. N'hésitez pas à me faire part par mail de vos suggestions, impressions, remarques et questions auxquelles je répondrai par mail ou au début du prochain cours, si ces réponses peuvent intéresser tout le monde. Vous avez mon adresse mail à l'écran. Merci pour votre attention et à bientôt.